Les plantes ne pouvant pas se déplacer, elles ont tout intérêt à émettre un mouvement pour survivre. Il y a deux types de mouvements, l'énastie et les tropismes. Les tropismes sont des mouvements irréversibles qui surviennent durant la croissance de l'être vivant, dus à divers facteurs. Ils peuvent être influencés par le gravitoprisme, l'hydrotropisme ou encore le phototropisme. Et au contraire, les nasties sont des mouvements réversibles. Leur structure cellulaire est flexible, indépendante de la croissance et réagira à un facteur environnemental. Tout d'abord, les plantes doivent changer de position pour manger et atteindre plus facilement leur proie ou les éléments naturels qui leur permettront la survie. Par exemple, les plantes carnivores. Aussi, les plantes doivent bouger pour favoriser la photosynthèse. Elles vont donc suivre le mouvement de la lumière pour pouvoir en capter le plus possible et ainsi permettre l'accélération de la photosynthèse. Ensuite, les plantes doivent aussi émettre un mouvement pour pouvoir explorer leur environnement. Comme c'est le cas du bambou qui, grâce à son système racinaire, va pouvoir explorer et se reproduire plus rapidement. Enfin, les végétaux peuvent produire un mouvement afin de se protéger des aléas climatiques. En fonction des différentes conditions qu'elles devront supporter, il y aura par exemple de la forte pluie et même des tornades. Par exemple, le gazania. Mais alors, comment le mouvement des plantes peut-il inspirer les ingénieurs pour la technologie des panneaux solaires ? Tout d'abord, nous avons cherché à comprendre le fonctionnement du phénomène d'osmose. Pour cela, nous avons réalisé une expérience à l'aide de pommes de terre afin d'étudier la pression de turgescence. Nous avons pris plusieurs pommes de terre et y avons transpercé à l'aide d'un cylindre 11 frites au total, toutes entre 5,2 et 5,5 cm. Ces frites, nous les avons toutes immergées dans des tubes à essai, avec chacun une concentration en saccharose et en eau distillée différente. Le premier tube à essai n'a pas du tout de saccharose et que de l'eau distillée, tandis que le dernier tube à essai n'a au contraire que de la solution de saccharose et pas du tout d'eau distillée. Les frites seront restées plusieurs heures dans leurs tubes à essai respectifs et à la fin de l'expérience, nous remarquons que les frites avec peu ou pas du tout de saccharose se seront agrandies. Elles se sont agrandies grâce au phénomène d'osmose au cours duquel l'eau se déplace du milieu le moins concentré, hypotonique, vers le milieu le plus concentré, hypertonique. L'entrée d'eau entraîne la turgescence de la cellule. La turgescence génère une force sur la paroi de la cellule qui gonfle, devient rigide et entraîne l'allongement des frites. Une deuxième expérience se fait à l'aide d'un épiderme d'oignon. Le fragment a été observé avec de l'eau distillée. Les cellules sont alors en turgescence. Ensuite, de la solution concentrée en saccharose est déposée. Les cellules sont alors en plasmolyse. Et enfin, quand on remet de l'eau non concentrée, les cellules sont en déplasmolyse. C'est à nouveau de la turgescence. Il y aura un échange d'eau entre la vacuole et la solution concentrée en saccharose. C'est de nouveau le phénomène d'osmose. L'oxalis est une plante qui va réagir à la lumière en ouvrant et en fermant ses feuilles. C'est un échinacée. Celle-ci possède des récepteurs appelés phytochromes qui vont capter la lumière et si elle est plus ou moins forte ou atténuée. L'oxalis sera donc la fin de la journée. Ce mouvement est permis par le pli-vinus de la plante. Celui-ci concentre les cellules capables de se dilater ou de se rétrécir. Ces cellules sont divisées en deux types, soit excentateurs, soit fléchisseurs, et peuvent bouger différemment selon les cas. Nous nous sommes ensuite demandé comment faire pour recréer certains mécanismes de la plante qui lui permettent le mouvement. Grâce à une thèse, nous avons donc tout d'abord émis des prototypes de façon à tester différentes formes et papiers et hydrogel. De même pour sa couleur, nous avons testé le fusain et l'encre afin de rendre le gel d'agar rose foncé. Puis nous avons pris contact avec Monsieur Bettencourt qui travaille au lycée Girosanier. Possédant un découpeur laser, des élèves de ce lycée nous ont fourni le projet terminé. L'hydrogel a ensuite pu être déposé dans les encoches de chaque côté de la plante. Cet hydrogel va avec la chaleur d'un éclairage perdre son eau et créer un déséquilibre, ce qui fera pencher la plante là où le soleil se présente. Il faudrait la réhydrater pour qu'elle retrouve son état initial, mais notre expérience n'a pas été concluante. En général, les panneaux solaires restent fixes. Comme nous l'avons vu lors d'une expérience, le rendement énergétique dépend de l'angle d'inclinaison des panneaux solaires. En effet, l'angle a une forte importance, puisque son rendement maximal est de 90 degrés. Plus on s'éloigne de cet angle, et moins il est productif. Pour terminer, nous avons fixé des petits capteurs solaires sur les plantes afin de vérifier si l'angle a bien une incidence sur sa tension. Nous avons fait plusieurs expériences. La première nous a amené 6,10 volts, la seconde 6,34 volts et la dernière 6,04 volts. Nous remarquons que la tension aura baissé vers la fin, c'est dû à l'augmentation de température des panneaux solaires. Grâce à la thèse et à la précédente étude sur le fonctionnement de la plante, nous avons pu concevoir un système autonome qui se rapproche le plus possible du mécanisme des plantes. Le but est de faire un suiveur solaire en maximisant l'utilisation solaire.
Ce robot possède des ressorts qui vont, grâce à la chaleur, se rétracter et ainsi le déséquilibrer.